Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, que vos enfants sont sagement allés à l'école et que vous pouvez à présent à nouveau vous concentrer sur comment faire des gros billets. Et voilà, je suis ravi d'accueillir Jérémy. Je sais, je dis toujours les invités que j'ai reçus, j'étais super heureux de les accueillir. Et ben en fait, c'est juste parce que c'est vrai. Voilà, je les sélectionne. J'adore les invités qui participent au podcast. Souvent, on s'entend très bien en off. Il y a des personnes que je connais plus ou moins bien dans la vraie vie. Avec Jérémy, on avait déjà pas mal échangé lorsque j'étais passé sur son podcast. Là, on a encore bien échangé avant, après, pendant le podcast. Et il s'avère que moi, j'ai également participé à son podcast de la semaine. Donc, c'est un peu dur à suivre. Il y a un an, j'étais passé chez Ça fait un bail. C'est la semaine qui vient de s'écouler. Je suis repassé dessus pour parler des freins à l'achat et comment se lancer dans l'immobilier. Donc en fait, justement sur base des personnes qu'on accompagne avec mon associé dans le cadre du Club Invest. Donc on a des membres qui réalisent leurs premières opérations rentables ou alors qui avaient déjà des biens et puis on les aide à arbitrer, à avoir les stratégies un peu appliquées. Donc grâce à l'expérience que j'ai pu acquérir moi-même lors des achats de mes premiers biens et les retours qu'on a eu des membres, ça m'a permis d'avoir une bonne idée des freins qu'il peut y avoir à l'achat, les questions à se poser, les vrais risques, les faux risques. Par exemple, pour moi, un vrai risque, c'est d'acheter dans une zone qui craint, alors qu'un faux risque, c'est les impayés parce qu'on peut se couvrir. Donc voilà, j'ai détaillé tout ça avec Jérémy sur son podcast de la semaine, donc vous pouvez l'écouter si vous voulez. Donc sur Ça fait un bail, je raconte pas ma vie, on parle vraiment de ça, de comment se lancer. Et donc... forcément, je lui ai renvoyé l'ascenseur et c'était avec un grand plaisir. Et Jérémy, il va aborder dans ce podcast deux thèmes que je connais assez mal, donc c'est pour ça que j'étais content. Et puis bien sûr, quand je décide des sujets à traiter avec les invités, j'essaie d'avoir des nouveautés. Donc il y a deux sujets que je connais assez mal, donc c'est les colocations, surtout les grosses colocations de plus que 4 ou 5 personnes. Moi j'ai eu une seule colocation pour l'instant sur mon parc et en plus c'était un peu un hasard, c'était juste un T3 qui finalement a été pris par deux amis, donc je connais assez mal le sujet de la colocation. Grâce à Jérémy, je le connais déjà bien mieux. Donc vous allez voir, il va vous détailler comment est-ce qu'il a trouvé les biens, quels travaux il a fait. C'est vraiment un monde à part la colocation, c'est pas acheter un appartement comme ça un peu au hasard et après se dire oui je vais faire une colocation dedans. Il faut vraiment avoir le projet dès l'achat. Et le deuxième sujet qu'on va aborder avec Jérémy, c'est tout ce qui concerne le Grand Paris. Donc moi, vous l'entendez à mon accent, je réside pas en Île-de-France, je n'ai pas la joie de prendre les RER B, C, D. Et donc c'était un sujet que je connaissais assez mal, même si on a 3 membres du Club Invest, si je ne me trompe pas, qui sont de région parisienne. Donc avec eux, on discute forcément des zones dans lesquelles investir, des stratégies à adopter en fonction des zones. La colocation, c'est une très bonne stratégie en Île-de-France. Ça l'est peut-être pas forcément dans certaines plus petites villes de province qui ont été un peu saturées par ce type d'exploitation. Mais en Île-de-France, il y a beaucoup de monde, c'est dense, il y a beaucoup d'étudiants, il y a plusieurs universités. Donc ça semble être une bonne stratégie. Et puis quand on voit les rentabilités, donc Jérémy donne tous les chiffres dans l'épisode, quand on voit les rentabilités qu'il a réussi à atteindre justement dans une zone où souvent on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de rentabilité en Île-de-France, on voit que c'est un bon levier pour en trouver. Donc voilà. Et en plus, Jérémy, ce que j'adore, c'est que donc lui, son podcast, lui, il est que immobilier. Moi, j'essaie de faire beaucoup d'immobilier parce que c'est ce qui m'occupe le plus, mais je fais un peu entrepreneuriat, crypto, le sport aussi, voilà. Donc Jérémy, lui, ça fait un bail, ça s'appelle un bail de location, hein. Donc j'aime bien échanger avec lui. Il a pas du tout, j'ai l'impression qu'on a très peu de communautés communes et d'auditeurs communs, donc ça fait plaisir d'avoir justement un autre point de vue sur le sujet. Donc on va voir comment il organise ses appartements destinés à la colocation, le nombre de chambres, l'électricité, la plomberie, où est-ce qu'il va chercher les biens en Île-de-France. Et puis après, on va discuter rapidement de son podcast parce qu'en fait maintenant il a aussi un business autour du podcast. Voilà, je pense que j'ai fait assez court pour une fois. J'ai eu assez peu de retours sur le podcast avec Marjorie. Les retours que j'ai eu, c'était très bon, mais j'en ai eu beaucoup moins que d'habitude. Je pense que c'est la rentrée, que vous aviez peut-être d'autres choses à faire que faire du crossfit et de l'haltérophilie. En tout cas, merci à Pouette qui m'a laissé un très beau message sur YouTube, un bon commentaire sur YouTube.
Et merci aussi à Imo Locatif Invest et à l'ami Sheik qui m'ont partagé en story. Sheik avec une belle photo de lui en train de lire un de mes livres dans son jacuzzi. Voilà. Donc ça fait super plaisir de voir les endroits où est-ce que les personnes écoutent mon podcast ou les endroits où est-ce que les personnes lisent mes livres et que les livres que j'ai écrits soient bien lus, parce que ça prend un temps fou. Même si mes livres ils sont courts, ils sont pas faits pour avoir le prix de la rentrée littéraire, mais juste pour vous faire gagner des gros billets. Voilà, ils sont courts, mais je sais qu'on a tous des dizaines de livres en attente qu'on veut lire sur des sujets super inspirants, écrits par des personnes super inspirantes. Voilà, mes livres, vous les commencez le lundi. Le samedi, vous pouvez aller visiter et négocier des biens. Donc, c'est ça le but. Sans plus tarder, on attaque. N'oubliez pas, vous pouvez nous rejoindre sur Telegram. Le lien est dans la description. Sur Telegram, là, je vais lancer un sujet. Ça va être sur les décos de Airbnb. Quelles sont les bonnes décos, les mauvaises décos, les idées qu'on peut réutiliser. Donc, vous pouvez me rejoindre sur Telegram. Le lien, il est dans la description. Si vous ne le trouvez pas, vous m'envoyez un mail info@byebyepatron.net ou vous m'écrivez sur Instagram, byebyepatron. Tous les liens, toujours dans la description. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté avec Jérémy. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui on accueille Jérémy, le créateur, fondateur de Ça fait un bail. Salut Jérémy. Salut Thibaut, comment ça va ? Ça va. Mais écoute, c'est super. Je pense que vraiment ce qui est assez insolite, c'est que moi j'ai déjà fait venir d'autres podcasteurs sur mon podcast et on a des communautés qui sont très liées quand ça concerne l'immobilier. Et j'ai l'impression que les nôtres sont beaucoup moins liées. Donc nous on s'est connus, notamment j'étais passé sur ton podcast il y a quasiment 1 an et il était plus que temps que je rende l'invitation là, franchement dans une société de bonnes mœurs, ça aurait dû être fait bien avant. Donc comment ça va Jérémy ? Ça va, je t'en veux pas du tout de m'avoir fait patienter un an. et en effet, je pense qu'on a des communes qui sont assez qui se recoupent pas complètement, mais il y a quand même une passion de l'immobilier qui doit être bien présente et ça fait plaisir. Je pense qu'on a tous eu on n'a pas trop les mêmes invités, etc. Il y a d'autres podcasts où je retrouve tous les invités que j'ai eus. Je me dis putain, mais en fait ils sont en train de faire exactement la même chose que moi et on a des tons qui sont un peu différents, ce qui est hyper cool. Moi, je suis auditeur aussi de Bye Bye Patron, c'est assez cool. Ah bah super. C'est vrai que moi j'essaye vraiment alors quand t'es pas podcasteur, tu le sais pas, mais moi j'essaie d'avoir des invités, notamment qui sont jamais passés sur des podcasts. Donc quand t'es podcasteur, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils ont pas de micro, ils savent pas exactement. Parfois il y en a, ils ont même plus d'ordinateur. Et puis je suis un peu aussi en veille pour faire en sorte. Ça m'est déjà malheureusement arrivé que un invité, surtout quand c'est des sociétés. En fait, il démarche tous les podcasteurs et toi, tu le sais pas, t'enregistres un épisode et puis tu vois qu'en fait, il y a 3 jours, il est passé ça m'est arrivé. Chez quelqu'un d'autre. Donc voilà, ton podcast, ça fait un bail, hein, c'est un podcast qui fonctionne très bien. Donc déjà, félicitations. Et aujourd'hui, on va parler de 3 thèmes. Je les annonce, normalement, je n'annonce pas le plan, mais allez, on les annonce. On tease. On va parler de la colocation, parce que c'est un domaine que moi, je connais très mal. J'ai eu qu'une colocation et en plus c'était une colocation de 2, donc je sais pas si on a le droit de. On va dire que oui, mais c'est pas le plus fun. C'est ça. C'est comme voir ses abdos, si on est tout maigrichon, ça compte pas. Donc une coloc à 2, ça compte pas. Du Grand Paris et pareil, nous, moi je suis alsacien au départ, donc Paris bien sûr. J'ai déjà été, vous inquiétez pas, hein, j'ai même de temps en temps, mais c'est pas du tout ma zone de chalandise, on va dire. Et on va parler aussi du podcast parce que toi, t'es podcasteur professionnel et puis en fait, t'accompagnes même des marques pour le podcast. Donc c'est un métier qui est quand même assez nouveau et novateur. Donc on va voir comment. En fait, ça fait un bon parallèle Bye Bye Patron et en plus podcast. Voilà, donc tous mes centres d'intérêt. Super. Et en effet, c'est un métier. Quand on me demande ce que je fais et que je dis que je suis producteur de podcast. Il y a les trop vieux, ils comprennent même pas, faut leur expliquer. Et les autres, ils disent ah bon, ça existe ce métier. J'ai l'impression que si je leur avais dit je suis influenceur, c'était pareil quoi. Ouais, c'est ça. Je travaille sur internet. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus qui comprennent et qui voient à peu près ce que je fais juste avec le titre.
super intéressant. Bah, tu sais que moi, c'est ma mère, bon, alors c'était il y a peut-être 15 ans, qui m'a appris ce que c'était un podcast. Et c'était à l'époque avec iTunes. Alors autant les podcasts, maintenant c'est super simple, mais à l'époque, tu devais télécharger sur iTunes, brancher ton truc, ça synchronisait ton iPod, là. Franchement, c'était une galère. Donc maintenant, c'est beaucoup plus simple. Et donc, bah, est-ce que tu peux juste te présenter rapidement quel âge t'as, un peu où est-ce que tu habites, et puis bah, on va voir ensemble tes activités. Ouais, super. Bah écoute, moi j'habite à Paris, dans le 18e à Montmartre. J'ai grandi, j'y suis pas depuis très longtemps, j'y suis avec ma copine maintenant, mais avant j'ai grandi dans le 77, dans une petite ville de 35 000 habitants qui s'appelle Ponto Combo. Voilà, mon père est portugais, ma mère est polonaise. Donc naturellement, j'ai été un peu baigné dans les travaux et la rénovation. Et tout le monde travaille dans le bâtiment. Pas de cliché, pas de cliché. Voilà. Et bah voilà, c'est comme ça là, c'est comme ça dans la famille. Et du coup, voilà, j'ai un peu bossé sur les chantiers avec mon père. Mon père artisan qui a jamais tu vois, eu d'éducation financière, etc. Mais en revanche, tous les soirs et tous les week-ends, il bossait sur des apparts ou maisons qu'ils avaient réussi à acheter avec ma mère. Ma mère sur la partie administrative, mon père sur la partie travaux. Et ça m'a un petit peu mis le pied à l'étrier. Après une école de commerce qui m'a bien plu. J'ai commencé à bosser en start-up, et ensuite j'ai vu rapidement dériver vers l'immobilier et le podcast, qui étaient deux sujets que j'aimais beaucoup. Ok, top. Ouais, c'est vrai. T'as vu comment ça s'appelle, la cage dorée? Ouais, je l'ai vu. C'est un peu, ouais, voilà. Quand on connaît des Portugais plein de assez clichés, proches, mais ça me rappelle quelques trucs. Ouais. voilà, c'est. Eh ben, écoute, avec toi, donc je voulais parler colocation. Donc toi, t'en as, et en plus, t'as aidé des personnes à en monter. Alors, première question, c'est quoi comment est-ce qu'on cherche une colocation? Je suppose que quand tu cherches, alors en fait, moi, par exemple, quand je visite, souvent, je visite plein de biens, et après, je décide en fait à posteriori ce que je veux en faire. Tu vois, parfois, j'achète des petits, des grands. Maintenant, j'ai arrêté les grands parce que en fait, je fais pas de coloc, et sinon, c'est vite des familles avec beaucoup d'enfants et peu d'emplois. Donc ça a été un peu c'était pas vraiment une stratégie, c'était juste comme j'avais fait avec des voitures, je voulais juste acheter une bonne affaire, peu importe ce que c'était, tu vois. Je pense pour la colocation, tu cherches une coloc, donc est-ce que déjà sur les annonces, t'arrives à visualiser quel type d'appartement ça va être et si c'est possible de faire une coloc? Bah, tu vois, si je reviens un peu chronologiquement, je me permets du coup de reprendre un peu sur le parcours. Après, quand j'ai quitté mon premier CDI, je voulais faire de l'immobilier, et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je connais bien? Moi, j'étais étudiant à peine 2 ans avant, donc je voyais le type de biens que je pouvais, qui m'aurait plu quand j'étais étudiant ou jeune travailleur. Et c'était bien d'être client, tu vois, de son propre produit pour bien comprendre le truc. Et j'avais, tu vois, tous ces trucs de co-living. Il y avait les WeLive, etc., qui se développaient aux États-Unis. Je trouvais ça hyper sympa. Je me suis dit, ok, moi j'adorerais bosser dans un truc comme ça, que ça soit en montée perso ou bosser pour une boîte comme WeLive. Et du coup, je me suis dit, bah, la première chose à faire, je vais pas lancer un co-living de 15 personnes, mais je vais faire une coloc, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Donc, en effet, j'ai cherché tout de suite quels étaient un peu les critères. J'ai pensé que c'était les pôles universitaires, donc je me suis vraiment concentré sur des pôles universitaires proches de Paris. J'avais la chance, du coup, dans le 77, d'avoir un pôle autour de Champs-sur-Marne qui conciliait deux choses pour moi. C'est qu'il y avait c'était pas très loin de Paris, tu vois, t'es à 20 minutes de Paris en transport. T'as une cité universitaire avec 14 000 étudiants. Et en plus, t'as le métro qui arrive dans quelques années avec le Grand Paris. Et je me suis dit, ok, il y a quand même pas mal de choses qui font que je pense que le produit, il va être là, il va être bon pour longtemps. Et là, j'ai commencé à chercher des appartes. Je me suis dit que 4 personnes, c'était bien. Et aujourd'hui, je me dis encore que, tu vois, entre 3 et 6 personnes, c'est bien. Mais 4, je trouve que c'est l'appartement juste quand tu arrives à faire 4 chambres. Ça te permet en fait d'avoir... moi, je fais des colocs de 2 salles de bain le plus souvent.
Comme ça, une salle de bain pour 2, c'est confortable, tu vois. Une salle de bain pour 3, ça peut commencer à devenir problématique le matin si tu as à peu près les mêmes horaires, etc. Et du coup, tu vois, 5, c'est plus vraiment aligné parce que tu vas devoir probablement faire une 3e salle de bain, ce qui est pas trop un problème parce que si tu vis vraiment le truc comme le co-living, tu peux créer un peu des petites suites que tu loues ensuite plus cher. Mais donc voilà, le premier truc, c'est en effet ce chiffre qui va se trouver autour de 4, mais après j'ai fait des colocs de 5 aussi, ça marche bien. Le schéma qui arrivait le plus souvent, c'était des apparts 3 chambres avec une cuisine séparée, et je transformais la cuisine en 4e chambre, ou un salon que qui est un double séjour que tu vas couper et tu vas faire cette 4e chambre. Donc souvent pour de la coloc, tu essayes d'aller chercher la 4e chambre, et c'est ce qui te permet de faire ensuite de viser des bonnes rentas, quoi. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que tu vois, par exemple, moi j'ai un appart, c'est un 3 chambres que je loue 900 €. Et en fait, je m'étais fait les calculs. Ça fait 350, j'aurais pu louer, je pense, 350 € la chambre, mais j'aurais dû mettre Internet et l'électricité pour moi, ou même 400. En fait, ça valait pas le coup, tu vois, entre les entrées-sorties, tout gérer les locataires. Et en fait, chaque fois que j'ai analysé, c'est vrai, parce qu'en fait, des appartements de plus que 3 chambres, nativement, il y en a pas tant que ça. Et à 3 chambres, en fait, à mon avis, t'y arrives jamais enfin, la colocation peut pas vraiment surpasser une location classique de façon à justifier le surcoût. Et c'est vrai que 3 chambres, c'est vraiment la limite, je pense, pour une seule salle de bain. Mais alors 4, c'est complètement impossible. Ouais, et en effet, alors c'est vrai que c'est des biens qui sont un peu plus les appartements de plus de 80 mètres carrés qui ont cette bonne configuration, il y en a quand même pas beaucoup. En général, quand je vais en visite et que je me retrouve avec d'autres personnes qui visitent en même temps, on est en train de taper le même mur pour savoir si je dis colocation. Ouais, ok, d'accord. Mais en revanche, voilà, je sais pas où étaient situés tes appartements. Sur des appartements coloc autour de Paris, tu peux viser des chambres à 600 € par mois. Finalement, tu fixes le prix à peu près comme un studio au même endroit. Parce que tu as quelqu'un qui va faire le choix quand il est jeune travailleur. Et je te parlais de la cité universitaire, etc. Il s'avère qu'en fait, la plupart des chambres que j'ai louées pour moi ou pour les personnes que j'ai accompagnées, c'est plutôt des jeunes travailleurs qui rentrent dans la vie active ou qui sont en stage de fin d'études mais qui ont des revenus. Et ils ont 2 choix en fait, c'est voilà, soit je me prends un petit studio pour moi, soit j'ai envie de vivre un truc un peu communautaire, de rencontrer du monde, de continuer un peu ce truc étudiant que j'avais il y a pas si longtemps. Et là, ils choisissent la coloc. Et si tu fais une coloc qui est bien, tu vois, assez haut de gamme sur les codes du co-living, donc tu vois, là, je vais mettre Netflix, je vais très bien décorer, je vais mettre des draps, etc., histoire qu'il arrive vraiment avec ses valises et qu'il puisse se poser. Il y a le ménage, il y a une femme de ménage qui passe toutes les 2 semaines. Plusieurs avantages à ça. Déjà, t'évites pas mal de friction entre les locataires. Il y a rien qui peut s'entasser pendant des mois, comme c'est le cas parfois en communauté. Et même si même si elle est pas là pour nettoyer des énormes tas d'ordures, si ça commence à arriver, moi la femme de ménage, elle me le dit et je leur passe un coup de fil et c'est réglé. Et pour le moment, j'ai vraiment aucun souci. C'est un peu un moyen de contrôle aussi qui est intéressant. Et ce que tu t'as dit sur Netflix là, parce que moi je l'ai dans les locations courte durée. Ouais. J'ai une question. Alors peut-être que toi t'as la réponse, mais sinon les auditeurs, si vous l'avez, moi ça m'est arrivé plusieurs fois en fait, quand j'avais pas de code sur les Freebox, les locataires, ils ont souscrit à des trucs, et très souvent à des trucs pour adultes, quoi. Et en fait, je me demandais si ça, mais tu vois, je suis sûr qu'un certain public serait très content d'avoir un pack inclus, mais tu peux pas non plus l'annoncer, tu vois, sur la fiche Booking ou Airbnb. Sur du Airbnb à thème, sur du Airbnb à thème un peu love room et tout, je pense que tu peux l'afficher, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, sur les love rooms. Donc si un de vous fait ça, dites-le moi. Le Exactement, Disney+, j'y ai pensé aussi,
Mais les trucs pour adultes, si quelqu'un connaît une manière de bloquer les achats depuis la télé, ça m'intéresse aussi parce que tu peux mettre un code, mais c'est vrai qu'au début tu penses pas et tu t'en rends pas tout de suite compte. Donc, Et tu vois, pour Disney+, moi je suis de l'Est parisien, il y a Disney justement qui est pas très loin. Et il y a une bonne... on serait pas les premiers à le faire, hein, mais il y a beaucoup de LCD Disney justement autour de Disney, avec des petites 2-3 chambres, parce que souvent tu viens avec des enfants, etc. Et ils t'ont mis une déco Disney enfant dans les chambres, ils t'ont mis Disney Plus sur un grand écran dans le salon, et ça marche plutôt bien, je crois. Je m'étais penché dessus un moment, j'ai jamais sauté le pas, mais je crois que c'est pas mal du tout. Ah, mais les LCD à thème, visiblement, ça fonctionne très bien. Ok, top. Et donc, je suppose que vu que tu fais des travaux de toute façon, tu dois viser des appartements où il y a des travaux. Tu peux pas avoir un truc qui a été récemment refait. Ouais, je pense que c'est un peu dans les inconvénients entre guillemets de. Parce que, moi, je vois beaucoup d'avantages, tu vois. Quand je me suis lancé sur la coloc, on m'a tout de suite dit, il y a toujours cet oncle qui va te dire, ouais, ils vont tout détruire, ils vont faire des grosses fêtes, tu vas avoir des problèmes avec la copropriété, etc. Et bon, a priori, c'est depuis 2019, j'ai jamais eu aucun souci de ce type. Mais dans les inconvénients de cette stratégie, il y a le ticket d'entrée qui est relativement élevé. Parce que je pense que si tu veux vraiment une bonne coloc bien optimisée, il faut un 4 chambres. Du coup, c'est un appart de 80 mètres carrés dans une zone où j'ai investi moi, tu es plutôt entre 2 et 3 000 euros du mètre. Donc, tu mets quand même un beau billet. T'as un peu 200 000 euros en tout, quoi. C'est ça, 200 000 de l'appart, et avec les frais plus les travaux, tu t'approches vite des 300, quoi. Et l'appartement, il doit souvent être remodelé. Qu'en fait, parfois tu as l'impression que juste casser un mur de la cuisine ou transformer la cuisine en chambre, c'est pas tant que ça, mais souvent tu dois refaire toute l'électricité, tu dois refaire de la plomberie, etc. Et moi, il y en a qui font pas ça, mais moi je fais vraiment le choix de prendre des apparts qui sont dans leur jus. Comme ça, j'ai l'impression de repartir sur une page blanche et de pas avoir de... même quand je pouvais faire une petite déviation sur la plomberie, etc. Je l'ai jamais fait. On a choisi avec mon père qui m'aide pour les travaux, du coup, de refaire de remettre tous les tuyaux à neuf pour pas avoir de problème pendant au moins 20-30 ans sur cette partie. Ok. Ton but, c'est de les garder, les colocs, je pense, hein, vu l'investissement, et puis c'est aussi un peu fait sur mesure, entre guillemets, pour ça. Donc, si tu le revends, ce serait que, je pense, à des gens qui veulent exploiter en coloc, ce serait pas pour réhabiter, tout ça. Ouais, j'ai pensé plusieurs fois en effet à comment ça se passerait au moment de la revente. Et a priori, moi, je les garde parce que c'est du cash flow positif, et même avec de l'impôt qui arrive petit à petit, tu t'y retrouves bien quand même. Maintenant, en effet, t'as créé un beau projet. Moi, mes invests, ils sont, si tu veux, on pourra rentrer dans les chiffres après, mais ils sont entre, je crois que la première est autour de 14% et la deuxième est autour de 10%. Et en fait, je me demandais si en fait ce projet-là, il pourrait pas être revendu à un investisseur aussi. Ouais, à 8% par exemple. Tu vois, à 8%, tu ferais une belle plus-value, et je pourrais revendre le projet un peu comme si tu revendais, tu vois, un produit financier, avec tout qui tourne. T'as mis un petit peu d'automatisation dans le truc. Pareil, on pourra rentrer là-dedans pour que ça te prenne le moins de temps possible sur la gestion. Et je sais pas, du coup, vraiment, je verrai, peut-être qu'un jour je la mettrai en vente à un prix un peu très élevé, voir si ça part. Et si ça part pas, je la garderai. Ouais, voilà, c'est ça. Ah non, c'est intéressant. Et puis après, en fonction de, nous, on avait une LCD, on avait pas mal de problèmes avec des anciens concierges, et de temps en temps, on le mettait en vente à un prix un peu abusé. Puis j'avais un pote, ça fait longtemps, qui cherche une RP, et du coup il nous écrivait: bonjour, je suis le pigeon qui voudrait acheter votre appartement. Et puis maintenant, en fait, il s'avère que les prix qui étaient abusés il y a 3 ans, ils le sont plus tant que ça, quoi. Et on a même déjà eu des visites et tout. Maintenant, on a trouvé des bons concierges, donc on va la garder. Mais c'est toujours, on y pense, et parfois quand t'as plein d'apparts, tu penses même à vendre toute ta SCI, tu vois, avec une renta. Je sais pas à quel point ça a déjà été fait, parce que t'as les dettes, faut voir si quelqu'un si la banque accepte de changer de débiteur, du coup. Mais c'est des possibilités qui existent. Ok, top. Si tu veux, ouais, on peut rentrer. Alors déjà, moi, j'essaie de poser les questions dans l'ordre.
Tu mets une annonce sur le Bon Coin, je suppose, pour trouver des colocs. Quand il y en a un qui part, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Quand il y en a un qui part, est-ce que tu demandes aux autres colocs de faire les visites ou tu t'en occupes? Elles sont à quelle distance de chez toi? Alors, c'est intéressant comme question. La première location, elle prend beaucoup de temps parce qu'en effet, tu n'as personne dans la coloc et tu dois remplir 4 chambres et donc tu as beaucoup de visites à faire. Le Bon Coin marche assez mal pour les colocations. Ok. Et, Ah bah du ça coup, c'est intéressant que tu le dises parce que je crois que j'ai jamais fait signer un bail à partir de Le Bon Coin alors que je mets quand même l'annonce. Mais souvent, c'est pas les dossiers les plus intéressants. Il y a, en fait, il y a les groupes Facebook qui marchent très très bien et les plateformes particulières à la colocation, des plateformes comme Whomis, des plateformes comme la carte des colocs, où en fait les gens cherchent vraiment ça. Mais je crois que c'est les groupes Facebook qui marchent le mieux. T'as beaucoup de saisonnalité quand même. C'est quand même régulièrement des gens qui démarrent des stages de fin d'études ou des étudiants. Il y en a quand même qui vont venir visiter. Et du coup, tu as une énorme demande sur août, septembre, janvier. octobre, jusqu'en janvier, février finalement. Et après, tu as une période un peu plus de mou. Quand tu es dans la période un peu molle, c'est pas rédhibitoire. En fait, tu arrives à trouver des gens, mais c'est un peu à toi d'aller les chercher. Donc, tu vas sur ces groupes, tu regardes des gens qui disent Hello, je cherche une colocation. Et c'est à celui qui va aller lui envoyer le premier message et lui faire visiter qui arrivera en fait à le signer. Et sur les autres périodes, je mets une annonce, j'ai 50 dossiers qui rentrent. Et ensuite, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix de la personne. Maintenant, je fais tourner un Google Doc en fait, un Google Forms pardon, aux potentiels colocataires avec plein de questions sur quand est-ce que tu aimerais emménager, où est-ce que tu travailles, où est-ce que tu étudies, parce que comme ça j'enlève toutes les personnes qui sont à 1h15 et qui ont et qui se disent qu'ils vont faire le trajet, mais je sais très bien que dans 3 mois ça va les saouler et ils vont changer. J'enlève ceux qui me disent oui je suis fumeur, tu vois, je mets es-tu fumeur, et tu fumes-tu juste uniquement à l'extérieur ou tu ne fumes pas. Ceux qui me disent oui je fume même à l'intérieur, je les vire aussi. Je leur dis juste t'aurais pu être un peu malin de pas l'écrire, mais et ça permet de trier les dossiers et d'organiser les visites. Super intéressant. Franchement, là, le podcast, rien que pour moi, là, il m'a appris déjà 2 choses. Les colocs, c'est vrai que moi, j'avais déjà, je teste toujours la demande quand j'achète un appart, entre le moment où j'ai fait l'offre et la signature finale au moins, je mets des fausses annonces, hein, voilà, on connaît. Hein. Et les colocs, j'ai eu tellement peu de retours que c'est pour ça aussi que j'en ai jamais acheté. Ça est arrivé déjà 2 fois que j'ai failli en acheter et puis en fait, non. Et donc, ouais, les groupes. Alors, il y a un site à partager. Je sais pas si ça existe encore. Quand j'étais étudiant, c'était ça le nom du site là. Ouais, c'était il y a 12 ans. Il y a des groupes Ouais. qui s'appellent Coloc Paris. Il y a des Wanted. Il y a des recherches appartements à Paris, machin. Ça marche plutôt bien. Et c'est vrai qu'on parlait. Je t'ai parlé du coup de la première mise en loc. Et après, en effet, une fois que les gens sont sur place, tu repostes et ils viennent visiter. Du coup, t'as même pas à être là parce que c'est les colocataires qui font visiter. Toi, tu vas récupérer 10 dossiers quand tu as une chambre, qui est libre. Tu vas leur envoyer 2 ou 3 personnes et que toi, tu as considéré comme sérieuses. Et à la fin, c'est elles qui vont choisir. Et il y a un vrai sujet sur à quel point ils s'entendent bien dans le groupe. Parce que plus ils s'entendent bien, plus ils vont rester, moins t'as de turnover. Et c'est ce que tu recherches. Ah, super intéressant. Donc le choix final, tu le laisses à tes colocataires en fait. Ouais, souvent. Si j'arrive, tu vois, si jamais je suis vraiment dans une période sèche où j'ai un seul dossier, je leur dis voilà, c'est lui. machin va visiter et s'ils me disent après, à moins qu'ils me disent vraiment genre non, on se voit vraiment pas vivre avec cette personne, etc. Mais sinon, en général, j'arrive toujours à leur envoyer 2-3 personnes et leur laisser le choix. Ok, très intéressant. Autre question sur les salles de bain. Est-ce que tu divises les salles de bain principales en 2 pour en avoir 2, en 2 petites ou... Ouais, souvent. Ouais. C'est aussi souvent c'est ça. Vraiment plus simple. Sur mes 2 colocs, il y a aussi des espaces placards qui étaient à côté que j'arrivais à annexer à la salle de bain pour agrandir un petit peu. Et en fait, dans 2 mètres carrés et demi, 3 mètres carrés, si tu t'installes bien la salle de bain tu peux mettre
une belle vasque, tu vois, mais pas la mini vasque que tu retrouves dans les toilette, WC, quoi. Tu ouais. mets des WC, tu mets une douche en 90 par 90 et une belle vasque avec un miroir, un sèche-serviette, et finalement, t'as pas besoin de beaucoup plus, quoi. Ouais, super intéressant. Ensuite, tes femmes de ménage, comment tu les donc là, t'as 2 colocs et tu m'as dit quand on s'est contacté la première fois, après t'as encore aidé des gens, donc c'est pour ça que t'as quand même une expérience là-dedans. Comment tu recrutes tes femmes de ménage? Alors pour le coup, tout le monde le fait pas sur les personnes que j'ai. Il y en a qui ont choisi sur ma première coloc, par exemple, je l'ai pas mis en place parce que ça c'est un peu nouveau et ils se sont bien entendus sur le ménage dès le début. Honnêtement, j'ai pas l'impression d'avoir loué plus cher parce que j'ai mis une femme de ménage. C'est plus un gain c'est plus pour toi en fait. Sur l'état, sur l'état de l'appartement et peut-être que honnêtement, si ça aide un petit peu quand même à convaincre, si la personne elle a le choix entre 2 colocs, elle va aller sur celle où il y a la femme de ménage. Et je les ai trouvés par contact, par relation, des potes qui avaient une femme de ménage, ou des amis de mes parents, parce que c'est pas très loin de chez mes parents, qui avaient une femme de ménage. Et ensuite, c'est des factures auto-entrepreneurs, de manière à pas passer par une agence qui se fait payer le double. Shiva, parce qu'eux, ils disent oui, mais c'est du type des impôts. Oui, non, mais pas pour moi, parce que. Ouais, c'est ça. Enfin, quand même, ça rentre dans tes charges, mais finalement. Mais c'est pas la même chose que quand c'est de tes impôts perso. Exactement. Ouais. Exactement. Et combien ça coûte une femme de ménage pour une coloc? Ça te coûte entre 12 et 15-16 euros de l'heure. Et elles font combien d'heures? Elles font 2 heures toutes les 2 semaines. Juste les espaces communs, donc honnêtement, c'est pas très impactant. Non, c'est pas très très cher. Ok. Petite question, je vois ça souvent. C'est le chauffage. C'est des chauffages électriques, des chauffages collectifs. Souvent, je pense dans tes immeubles, c'est des collectifs au gaz, non? Que t'as. Ouais, moi j'aime bien enlever le gaz. En général, sauf s'il y a vraiment une chaudière toute neuve, machin, et que ça m'embête un petit peu de la virer. Moi, je me sens plus à l'aise avec l'électricité. Tu vois, il y a toujours mon père il est plombier pour le coup. Il est artisan, mais sa spécialité c'est la plomberie. Il a déjà vu des accidents au gaz et tout, et en fait, il préfère, dans la mesure du possible, passer en électrique. Et aujourd'hui, un bon radiateur électrique, entrée de gamme, mais quand même avec un corps chauffant, etc., qui garde la chaleur, pas le petit grille-pain tout pourri. Pour 200 euros, t'as un très bon radiateur. Donc ça te coûte rien. T'en mets 5 dans l'appartement ou 6, et c'est rigolo. Et est-ce que tu plafonnes les consos, quelque chose, ou tu fais un suivi? Non, je suis assez open là-dessus. En fait, je gère vraiment les colocs. C'est marrant parce que c'est un auditeur qui m'a dit récemment, je me suis lancé dans la coloc grâce à toi, merci pour tous les conseils. J'étais vraiment inspiré par ta méthode bon père de famille pour gérer tes colocs. Et j'avais jamais mis de mots dessus, tu vois, mais en fait, voilà, quand je les intègre au truc, je leur explique, tu vois, qu'il faut pas dépasser les limites sur la conso, qu'en fait l'appartement il est déjà à temps. Il y a beaucoup d'explications autour de ça, et j'ai l'impression qu'ils me le rendent bien. Tu vois, j'ai un WhatsApp avec les locataires. Dès qu'ils ont un souci, ils m'envoient un message, et j'essaye d'être hyper réactif sur ce truc-là. Et pour le moment, en tout cas, j'ai vraiment eu aucun problème de gestion ou d'abus, parce qu'en fait, on se connaît, on a le même âge, tu vois. Ils ont juste pas envie de me faire du tort, quoi. Ouais, bien sûr. Intéressant. Par contre, t'enlèves le gaz, je pense que c'était c'est dans des appartements, il y a une chaudière individuelle dans l'appartement. Ouais. C'est pas des. Parce que je sais qu'il y a même des gens là avec les DPE qui réfléchissent à enlever le gaz collectif, tu vois. Alors tu payes l'entretien de la chaudière, mais tu payes plus le gaz. Tu peux, mais je l'ai fait. Je l'ai fait sur une des deux, même avec du collectif. Je me suis arrangé ensuite avec la copro pour qu'ils m'enlèvent l'entretien de la chaudière. Ça a été une petite bataille, mais ils ont fini par accepter. Et voilà, ça se fait honnêtement. Et je pense que vis-à-vis des DPE, c'est plus intéressant. Ok, super intéressant. Donc ça, c'est bon. On a dit que tu n'avais pas de problème avec la copro, les travaux. Tu peux nous donner les chiffres peut-être de tes 2 colocs?
Tu donnes ce que tu veux. Hein. La première, je l'ai achetée en 2019. Ok. Je me suis noté un peu les chiffres parce que ça fait un peu longtemps, juste avant l'épisode. Tout cet argent qui rentre tous les mois, on s'en rappelle plus. Non. J'irai pas jusque là, mais bon, c'était un vrai bon plan, je pense. Je l'avais payé 169 000 euros pour 84 mètres carrés. Donc on était à 2 000 euros du mètre. Et aujourd'hui, clairement, ça se trouve plus des opportunités comme ça. Je suis toujours, tu vois, j'ai toujours les alertes dans cette zone-là avec ce type d'appartement et j'ai pas retrouvé. J'ai mis 25 000 euros de travaux, mais c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps sur le chantier, presque tous les jours. Et que mon père aussi, sur le deuxième, il m'a fait moins de cadeaux, mais sur le premier, j'ai eu un peu de chance là-dessus. En gros, j'ai mis 25 000 euros de travaux, il devait y avoir plutôt 50 si tu faisais faire ça normalement. 5 000 euros de mobilier, donc ça me fait une opération à 210 000 euros. J'avais mis à peu près 5% d'apport, tu vois, 10 000. Donc j'ai des mensualités à 800 euros. Et, sur 25 ans. C'est sur 25 ans. Et je rentre 30 000 euros de revenus annuels, donc 2 500 euros. Pas mal. Ouais. Pas mal. J'ai 3 ans de différé, donc c'est juillet 2019, donc je commence officiellement à payer mon crédit ce mois-ci. Donc voilà, 3 ans à 30 000 euros. Je vous laisse faire les calculs. Hein. C'est assez rapide. Hein. C'est assez rapide si vous avez été jusqu'en CE2. Normalement, ça devrait bien se passer. Et vraiment, mon objectif, c'est que je voulais pouvoir entreprendre, lancer ma boîte justement dans le podcast et être hyper serein, pas dépendre des aides ou d'un RSA ou de. D'ailleurs, c'est un truc dont on parle assez rarement, mais quand tu es investisseur immobilier, en tout cas en France, il y a plein d'aides qui sautent. Hein, t'as plus le droit à ces aides. Donc du coup, c'était vraiment pour pouvoir entreprendre sereinement et il me fallait un vrai premier projet à cash flow. Donc tu vois, c'est quand même dans une barre d'immeuble l'immeuble est pas très joli, etc. Maintenant, quand ils rentrent dans l'appartement, ils ont un peu l'effet waouh et du coup, ça se loue bien. Et dans la vie, quand t'as 90 000 ou je sais pas combien t'as pu garder, même 50 000 euros de côté, tu dors vachement mieux. Hein. Franchement, pour les gens qui ont pas cet argent de côté, croyez-moi, en fait, t'as très peu de choses qui peuvent t'arriver. Hein. Surtout en France, t'as un système social qui est quand même assez bon. Quand t'as ça, t'es pas mal. J'avais eu une opportunité avec quasiment le même appart dans le même immeuble, tu vois. Et je crois que c'était un peu trop tôt, juste avant que j'ai fait le premier, donc j'avais pas saisi l'opportunité. Je regrette aujourd'hui. Mais parce que je m'étais dit, tu vois, c'est bon, je viens de me construire un truc, vraiment un filet de sécurité, un truc hyper serein. Par contre, si je m'en fais deux dans le même immeuble et que l'immeuble il se casse la figure, genre je préfère même faire ça dans l'immeuble en face, tu vois. Et ça je serais un peu plus serein. Bah, casse la figure, je sais pas si c'est probable, mais t'as déjà, un incendie, c'est possible. Ouais. Et le truc le plus probable, c'est, tu vois, moi j'ai un appart, l'autre fois je vois la locataire, je dis tout va bien, franchement l'appart il est bien, l'endroit il est bien et tout. Elle me dit, en dessous de chez moi, il y a un schizophrène, il vient, il toque à la porte la nuit et tout. Putain, t'en as comme ça dans l'immeuble, où j'ai déjà entendu, des familles de sans-papiers et tout, qui sont je sais pas combien, des dealers qui s'installent en bas de l'immeuble. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que parfois, 3 ans après, moi, franchement, j'avais acheté, on va dire, ma meilleure opération, où j'ai fait plus de 100 000 balles de plus-value sans travaux en 2 ans. Et ben, je pouvais faire la même, au même moment. Et je l'ai pas fait parce que c'était trop d'argent. C'était à l'époque, c'était peut-être 250 000 euros l'appart, quoi. C'était trop d'argent. Tu vois, en avoir 2, ça aurait fait 500. J'en avais déjà d'autres sous le coude. C'est clair. Mais bon. Et l'appartement, après, l'appartement aujourd'hui, parce que l'agent immobilier qui me l'a vendu, je travaille beaucoup avec lui encore aujourd'hui et tout. Aujourd'hui, l'appartement, il se revend 260 000 euros. Je l'ai acheté 169 en 2019. En plus du cash flow. Moi, j'ai toujours voulu, tu vois, avoir une stratégie qui soit entre le patrimonial et le cash flow. Je n'étais pas prêt à faire, tu vois, de la toute petite ville, du Airbnb dans une toute petite ville où tu sais pas exactement ce qui se passe.
Là, a priori, Paris va pas partir avec ses petites pattes dans les prochaines années. Ils vont pas remettre la capitale dans une autre ville. Et en fait, la plupart de mes locataires, c'est des jeunes travailleurs parisiens, en fait. Okay. Ils sont même pas dans la cité universitaire. Je crois que sur mes 8 chambres, j'ai une personne qui vient qui bosse à la cité universitaire à côté. Ouais. Et les autres, ils bossent à Paris, plutôt côté Est, justement. Et du coup, ils sont au boulot en une demi-heure et ils sont bien. Ouais. Top. Ouais, moi, c'est ça, j'ai un appart juste à côté d'un hôpital. Je pensais que j'allais avoir plein d'infirmières. Puis en fait, j'ai jamais eu une seule candidate infirmière. Ça rassure quand tu lances le truc. dans le truc. Donc, et c'est vrai que souvent les hôpitaux, tu sais, on en parle. Ouais, là, je vais investir là. Ils sont en train de construire un hôpital et tout. Ouais, mais en fait, je sais pas. Ouais. C'est pas forcément ce genre de. Ça arrive souvent que ton locataire, en fait, c'est pas du tout celui auquel tu t'attends. Ouais, c'est clair. Super intéressant. Et donc l'autre coloc. Alors l'autre coloc, c'est. Et juste dernière question, vu que c'est un gros immeuble, t'as combien de charges par an? J'ai que je te dise pas de bêtises, j'ai une grosse taxe foncière à 1 300 € et j'ai à peu près j'ai 2 000 € et quelques de charges par an. C'est une très grosse copropriété, je pense qu'il y a plus de 200 appartements. Pareil, ça, tu vois, j'avais un peu peur aussi, mais au final, quand il y a tellement d'appartements, j'ai l'impression que ça divise un peu le risque aussi, qu'il y a une grosse galère. Moi, j'en ai pas mal dans des grosses copros, enfin plus que 10. Et au moins, j'ai pas allé aux AG, j'ai pas allé, voilà, les trucs, ça tourne et voilà, quand tu commences, quand t'as un ou deux lots, ça va, mais quand t'en as 5, 10, 15, si tu dois aller à toutes les AG, parfois il y en a 2 ou 3 par an, laisse tomber. Ouais. Donc, exactement. Et sur du coup, le deuxième, c'est quasiment le même appart, en fait, sauf que c'est une plus petite copro, justement. C'est un rez-de-chaussée, j'ai acheté un cabinet dentaire que j'ai transformé en appartement de 90 mètres carrés. Avec une terrasse de 30 mètres carrés. J'avais moins besoin de cash flow, donc je me suis dit ok, on va aller sur un truc un peu plus patrimonial, tu vois, là le jardin, avoir un joli 4 chambres avec une terrasse. Pour le coup, tu peux vraiment plaire demain, dans 5 ans, si tu dois revendre à une famille, y a aucun problème. Et même ma grand-mère, tu vois, qui cherchait un nouvel appartement, elle m'a dit mais en fait, je cherche une maison plein pied, mais je pourrais être dans un appart au rez-de-chaussée comme ça, parce que c'est tellement quali ce que tu mets dedans, tu vois, ça plaît. Et je l'ai payé 226 000 €. J'ai fait 35 000 € de travaux. Le mobilier, c'est à peu près 6 000 €, donc c'est une opération à 283 000 €. Où là ça a été l'enfer pour financer, par contre, parce que j'étais entrepreneur avec un bilan, c'était très compliqué, donc j'ai dû mettre de l'apport. Je l'ai acheté en SCI avec mon père, du coup, en SCI à l'IS. On a mis 45 000 € d'apport, donc c'est à ça qu'a servi aussi, tu vois, le premier appartement. Le premier différé. Mais c'est intéressant, tu vois, t'as qu'un bilan, voilà, en fait, chacun fait un peu comme si on regarde tous les investisseurs, tôt ou tard, quelqu'un va se servir d'un truc que les autres n'ont pas. Tu vois, toi, ton père, il a pu t'aider pour les travaux. Il y en a qui ont hérité de l'argent. Il y en a qui ont fait un achat revente dans une ville qui a vachement pris. Il y en a qui viennent de villes qui à la base sont pas chères. Il y en a qui, tu vois, qui connaissent des gens. T'as personne. On a un peu trop tendance, je sais pas, à peut-être chercher, voilà, le comme un template, tu vois, à refaire ton Google Form là En fait, tout le monde a ses spécificités, c'est comme ça. T'en as qui ont des bons emplois, t'en as qui voilà, si tu pars à l'étranger, t'as des meilleurs revenus, mais après c'est plus dur d'emprunter. Tout le monde en fait a une petite spécificité, et toi t'as eu ce gros différé là qui t'a beaucoup aidé en fait. Hein. Ouais, et tu vois, il y a on en parlait, j'ai fait un épisode avec Nicolas Decodin de Avenue des Investisseurs. Je l'ai aussi sur le podcast. C'est mon podcast, c'est le deuxième plus écouté, tiens. Et franchement, j'ai adoré l'épisode. Il a aussi été très bien écouté. Et on s'est questionné sur quelle est la bonne stratégie pour quelle personne. Tu vois, quelle est la stratégie qui te convient le mieux, et du coup, quelles sont toutes les questions que tu dois te poser quand tu te lances, soit sur ton premier, soit sur ton prochain projet. Et il y avait une de ces questions que je trouvais primordiale, c'est quoi mes unfair advantage? Qu'est-ce que moi j'ai que les autres ont pas? Et ça peut être des trucs tout cons, tu vois. C'est vivre proche
d'une ville ou bien connaître une ville qui soit finalement qui s'avère être une ville rentable sur tel scénario, avoir dans ton réseau des agents immobiliers qui vont pouvoir te mettre des bonnes offres avant qu'elles sortent sur les plateformes, des artisans du bâtiment dans ta famille, des connaissances en bâtiment, tu vois, si t'aimes finalement. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, passer une journée par semaine sur le chantier, ça me faisait pas perdre une journée de boulot, parce que c'était un peu le moment où je décompressais, où je réfléchissais. Je sortais de cette journée bien épuisé. C'était l'équivalent de 2 heures à la salle de sport aussi. Et en plus, j'avais eu plein d'idées pour mon business de podcast, tu vois, et ça me remotivait, tu vois. Et ça, c'est des unfair advantage qu'il faut mettre en avant. Il y en a un autre. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup sur mes podcasts de comment avec les nouvelles normes bancaires, on arrive à se faire financer. Et un truc, c'est t'as un très bon ami ou un membre de ta famille qui a de la capacité d'emprunt ou du cash. Et ça, c'est un unfair advantage, parce que si vous êtes suffisamment bon ami et qui croit en tes capacités d'entrepreneur ou d'investisseur IMO, en fait, du coup, t'as plus de limite pour investir, quoi. Ouais, c'est super intéressant de se poser cette question. On se la pose souvent quand on investit, notamment dans les startups. Quel est le unfair advantage d'une boîte, ou quel nom, ou tu vois, alors Booking.com par exemple, c'est plus une startup, mais bon, il s'appelle Booking.com. Tout le monde cherche des hôtels sur Booking. Demain, c'est pas, t'as Airbnb qui est venu avec un business un peu comparable, mais enfin, tu vois bien comme ils ont pris tout le marché, et ça, c'est un méga unfair advantage. Et en fait, c'est vrai que dans la vie, t'as des gens, c'est comme ça, tu connais et tout. Tu vois, si je prends un exemple très simple, soit tu viens d'un milieu modeste, tôt ou tard, tu vas connaître, enfin, dans ton milieu, quelqu'un dans le bâtiment, parce que t'as plein de gens de milieu modeste qui bossent dans le bâtiment. Soit tu viens d'un milieu aisé et tu connais des gens qui ont de l'argent. En gros, donc déjà, t'as quasiment obligatoire d'avoir un unfair advantage d'un côté ou de l'autre, quoi. C'est ça. Et voilà, pour du coup finir sur les chiffres de cette coloc, je loue un petit peu plus cher. J'ai 3300 euros 31 300 euros à l'année. Là, t'as 5 chambres, là. Là, j'ai 4 chambres. 4 chambres. J'ai 4 chambres, mais c'est un peu plus, c'est un petit peu plus. Tu vois, j'ai une chambre qui fait 15 mètres carrés, par exemple, que je loue plus cher, où j'ai mis une balancelle. Tu vois, j'ai fait une vraie chambre de fille avec guirlande électrique, machin. Enfin, j'ai aussi ma copine qui m'a beaucoup aidé sur la déco, et c'est la grosse différence avec le premier appartement où j'ai fait de mon mieux, mais c'est pas aussi sympa. Et j'ai mis une télé dans chaque chambre, par exemple, télé que j'ai mis au niveau du bureau pour que ça puisse servir aussi de deuxième écran pour le télétravail. Super intéressant. Et ça a beaucoup plu. Et franchement, pareil, une télé, ça coûte 200 euros. C'est pas le truc qui va, même si tu dois la changer tous les 5 ans, c'est pas le truc qui va baisser fondamentalement ton cash flow. Là, du coup, sur celui-ci, je suis à 1000 euros de cash flow mensuel. À peu près comme le premier finalement, sauf que là quand je dois les sortir, il y a la flat tax et les 15% d'IS, parce que c'est une SCI à l'IS. Voilà, mais t'es pas obligé de les sortir. Exactement, sinon tu réinvestis sur la même SCI ou via une holding. J'en suis pas encore là, mais j'ai a priori pas prévu en tout cas en effet de les sortir pour le moment, parce que ils sont bien où ils sont. Ouais, voilà, c'est super intéressant. Et bon, les femmes, franchement, enfin, si vous êtes un homme, trouvez une femme pour la déco. Sauf si vous faites partie des, je sais pas, des 1, 5 ou 10% parce que nous, on n'est pas bon là-dedans, hein. Faut dire ce qui est. T'as beau croire que t'es bon, t'es pas bon. Alors moi, dans un petit studio, j'avoue, je suis allé une fois chez Action et chez un autre magasin. J'ai pris tous les trucs que je trouvais, tu vois, trop advanced pour moi, quoi, trop progressiste, je sais pas comment dire. J'ai pris tout plein de trucs comme ça, et je les ai tous mis dans le studio, et à la fin, ça rendait pas trop mal, tu vois. Mais c'était des trucs, jamais je les aurais mis chez moi. Des trucs à fleurs, des trucs avec des animaux, des trucs pastels et tout. Ouais, il y a un vrai sens, des tapis et tout. Vrai sens de l'esthétique. Tu vois, moi, j'ai été élevé avec beaucoup de sens pratique, tu vois, pour les choses. Et genre, donc dans ma première colocation, vraiment, tu vois, j'ai mis donc
dans les deux, il y a un bureau et tout, mais c'est des petits exemples, mais ça vous montre un peu la différence. Genre, moi, il y avait forcément une poubelle, par exemple, en dessous du bureau, parce que c'est pratique pour jeter les papiers, un pot à crayon, machin, et ma copine, elle m'a dit, mais on s'en fout, en fait, de tout ça, tu vois. Ce qu'il faut prendre, c'est c'est des bougies, c'est une plante, c'est un machin, tu vois. Et moi, j'étais là, mais pourquoi je mets de l'argent dans une plante, tu vois. Et en fait, sur les photos, l'appart, il fait deux fois mieux, quoi. Ah oui, ça change tout. Et personne m'a dit, il y a pas de poubelle. Non, personne m'a jamais dit ça, quoi. Ouais, exact. C'est vrai que moi, j'ai toujours des poubelles, celles de chez Ikea, là, en plastoc. Elle m'a dit, mais c'est moche. Et on voit la grise, là, comme ça. Un peu carré. Et je crois que je crois que 96% des bougies, elles sont achetées par des femmes, et je pense que les 4%, c'est soit des investisseurs IMO, soit c'est pour du Airbnb pour les un peu bizarre. Voilà. Et les coussins, par exemple les coussins, moi jamais de la vie j'aurais pensé à acheter des coussins, mais voilà. Donc soit formez-vous à la déco, soit trouver une femme, et puis c'est très bien, je pense, de faire des petits trucs. Enfin, souvent voilà, quand on est en couple, sa copine elle aime bien aider pour la déco. Donc, voilà. Et si vous êtes une femme, rien ne vous empêche de faire venir un homme et de dire peut-être, là, il faudrait quand même peut-être mettre une poubelle dans l'appart. Ça peut servir. Voilà, on voit des trucs. Ok, top. La coloc, on a fait un bon tour. Je pense que ça va être un podcast plus long que d'habitude, mais on a plein de choses à se dire et je suis super content de t'avoir sur le podcast. Deuxième point que je voulais voir avec toi, c'était le Grand Paris. Tu veux nous dire dans quel département ils sont, tes colocs? Ouais, c'est dans le 77. 77. C'est dans le 77, mais c'est limite 94. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est proche d'une cité universitaire qui est la cité Descartes de Champs-sur-Marne. Et je me suis rendu compte un peu après. Vraiment, j'avais pris le truc de manière un peu analytique en me disant, ok, je veux du cash flow, mais je veux aussi quelque chose de patrimonial qui puisse prendre de la valeur. Et je m'étais dit, si je trouve pôle de développement du Grand Paris, plus cité universitaire, plus RER, je dis banco, je mets une croix et je commence à faire des visites ici, tu vois. Et il s'est avéré que c'était à 10 minutes de chez mes parents. Donc là, encore plus sympa. Et j'ai commencé à bosser comme ça. Maintenant, honnêtement, je sais pas à quel point ce nouveau projet, le métro, il y a la ligne 15 qui arrive dans quelques années. Je sais pas si ça drive les prix vers le haut. C'est quand même une réassurance pour me dire, tu vois, c'est pas une zone qui va être délaissée. Il y a quand même un développement qui est prévu. Et j'ai l'impression de ne pas m'être trompé parce qu'ils ont refait beaucoup de trottoirs tout autour de la copro. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est plus joli aujourd'hui que ça l'était en 2019. Quoi. 1200 €, 1300 € de taxes foncières, faut bien qu'elles aillent quelque part. Hein. Ouais, exactement. Voilà. Et ça, pareil, c'est un truc. Moi, 2019, il y avait 900 €. Et 2021, j'ai eu 1360 €. Ça arrive d'avoir des appartements où tu as 2 mois de loyer nu de taxes foncières, hein, surtout dans les immeubles années 70, parce qu'en fait, de ce que j'en sais, l'administration fiscale, alors si les crypto-monnaies, elle est taxée, ça allait super vite. Par contre, les taxes foncières, ça date des années 70, donc avoir le chauffage central, une baignoire et tout ça, c'est un ascenseur. Ça augmente fortement votre taxe foncière. C'est considéré un peu comme du luxe. Donc c'est ça. Et voilà, sur les pôles du Grand Paris, il y a eu beaucoup de démarches pour aller développer certaines villes et notamment c'est vraiment basé sur les nouveaux axes. Donc il y a la ligne 15, la ligne 16, la ligne 17 qui sont des axes de métro il y en a certaines qui partent du centre, mais c'est quand même des lignes qui font un peu le tour de Paris, qui vont passer par les aéroports, tu vois, ils vont passer par Charles de Gaulle, ils vont passer par Saint-Denis, et ensuite ils vont passer vers l'est sur la partie dont je te parlais, Champs-sur-Marne, Val-de-Fontenay, etc. Ensuite ils descendent en bas sur Orly, ils se rapprochent d'Orly et c'est un peu une boucle qui est en train d'être créée. Et tout ça, c'est censé mieux irriguer. Et quand tu es à côté de ces gares-là, déjà, les projets, ils sont impressionnants. Tu arrives à côté, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ont fait un trou de 30 mètres de profondeur sur 1 kilomètre de long. Enfin, c'est avec 15 grues. Tu te dis, OK, là, il se passe quelque chose. Donc, si j'achète là,
Je pense que c'est quand même un bon. S'il y a eu des milliards d'investis là-dedans, il devrait faire un truc quand même pas dégueu. Et je pense que ouais, c'est une bonne zone. Après, les zones où si tu cherches à faire de la renta, en tout cas sur les opérations que j'ai fait moi, il faut quand même être entre 2 et 3 000 euros du mètre. Et il y en a de moins en moins. Et c'est de plus en plus dur. La preuve, c'est que tu vois, j'ai acheté presque 2 apparts identiques, un à 169, un à 226 000, à 3 années de différence. Mais vraiment, le constat, c'était de se dire, pour moi, c'était de me dire, OK, on a Paris, c'est 10 000 du mètre. Pourquoi, à 20 minutes en transport, il y a des villes qui peuvent être 5 fois moins chères? Tu vois, c'est pas 5 fois moins bien de vivre là, tu vois. C'est pas, Ouais. tu peux bénéficier de beaucoup d'avantages de Paris si tu veux sortir, si tu veux machin. T'as aussi des avantages à être à l'extérieur, tu vois, à côté de ma coloc. Il y a un énorme parc qui a pas d'équivalent à Paris où tu peux aller courir, etc. Et du coup, je trouvais que c'était une incohérence de marché. Et je reste convaincu, je suis un grand convaincu que Paris, dans quelques dizaines d'années, ça vaudra 20 000, tu vois, ça va pas s'arrêter de sitôt. Je pense que c'est un bien de luxe, de toute façon. Paris, ça fait 10 km sur 10 km, en fait. Donc, il y a pas un nombre phénoménal de boîtes aux lettres, en fait. Ouais, c'est ça. Et si tu regardes le nombre d'habitants à Paris, il est assez stable, hein. Il a même un peu baissé en 30-40 ans parce que bah voilà, les limites, la ville, elle est finie, quoi. Donc, c'est ça. C'est un peu, tu vois, dans toutes ces discussions de NFT, de rareté, etc., dont on a parlé, en fait, moi, souvent, je me dis, voilà, il y a des lands dans le métaverse qui sont partis pour 1,8 million. En fait, d'où une belle vue à Paris sur un monument. En fait, ça pourrait pas valoir 1,8 million, alors que même si c'est un appart de 30 ou 40 mètres carrés, tu vois, un jour, c'est ça que tu vas acheter, tu vois, c'est ce truc-là. Et du coup, je pense que ça va driver les prix autour. Et c'est un peu le choix que j'ai fait en investissant ici, quoi. Super intéressant. Et après, là, on en parle à fond en ce moment de l'inflation. Bah, il faut se dire un truc. Quand toi, t'achètes, ton prix, c'est au prix de l'inflation d'il y a 3 ans, d'il y a 4 ans, d'il y a 5 ans. Donc, même si en fait, tôt ou tard, les gens, ils gardent le même pouvoir d'achat, les revenus vont augmenter. Peut-être que ton pain, il coûtera 2 euros tôt ou tard. Toi, tu auras toujours ton emprunt à 200 000. Et donc, en fait, si demain, il a la même chose, ça coûtera peut-être 400. Donc, il n'y a pas vraiment de raison que ça baisse, surtout quand tu es à 2-3 000. Et après, ce qu'on dit pas, c'est quand tu achètes à 2-3 000 euros du mètre carré, ton risque, il est de 2-3 000 euros du mètre carré. Quand tu achètes à Monaco à, je sais pas, 75 000 euros du mètre carré, bah, le risque que ça redescende à 50, il est peut-être éloigné, mais il existe, quoi. Je veux dire, tu peux perdre 25 000 euros par mètre carré. C'est ça. Et en plus, dans les villes pas chères, tu peux toujours attendre, peu importe ta situation, vu que tes loyers couvrent l'emprunt. Alors que dans certaines villes, c'est pas le cas. Toi, tes invests récents, t'es sur quelle base à peu près de prix au mètre carré? C'est vrai que ça a beaucoup, tu vois, augmenté. J'en parlais dans mon podcast qui est paru aujourd'hui. J'ai acheté, alors c'est peut-être un signe qu'il va falloir que je calme les achats. En fait, j'ai une agent qui m'a appelé et elle me donne l'adresse. Elle me dit, vous connaissez la rue? Je dis oui, je la connais. Et après, elle me dit le numéro. Et en fait, j'avais déjà un appart dans cette copro. Mais moi, je savais plus le numéro. C'était un des apparts dans lequel j'avais passé le moins de temps. On n'avait pas fait de travaux, on avait fait des tout petits travaux. C'était mon associé qui avait géré et tout. Et je l'ai acheté, pour te dire, c'était un 42 mètres carrés. Alors, c'est dans une ville où c'est pas cher, mais aussi, je l'avais bien acheté. 42 mètres carrés, 63 000 euros en 2020. Et là, j'achète et j'ai négocié comme un chien. J'ai négocié le plus. Le gars, ça se voyait qu'il était, l'agent, il me disait, je l'ai eu une demi-heure au téléphone, il m'a insulté que je trouve des acheteurs qui négocient autant. Et je vais payer 77 000. Quasiment le même bien, on va dire. Ouais. Donc, tu vois, de 2020, je sais plus si c'était 2020 ou 2019, mais je crois que c'était 2020 que je l'avais acheté. Donc, c'est ça. Maintenant, moi, j'avais des villes où c'était moins de 2 000 euros le mètre carré. Bah là, tu vois, je le trouve encore, mais c'est vraiment. À l'époque, les bonnes affaires dans cette ville, c'était 1 000 euros, tu vois. Et c'était longtemps 1 000 euros. Et puis maintenant, d'un coup, c'est 2 000. 2 000, c'est déjà.
c'est déjà une bonne affaire. Et bah, tu vois, les loyers, bah, on en parlait avant. Pour nous, les colocs, c'est plutôt 350-400 dans cette ville. Après, pour ce qui est plus connu, j'ai des appartements à Metz. Et là, c'est pareil. Alors, il y a une demande de malade, parce qu'en fait, j'ai un appart là, depuis dimanche, j'ai mis une annonce, je l'ai pas remonté sur le bon coin, j'ai eu plus de 100 messages. Ah ouais. Et là, les prix, clairement, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai regardé un appart que j'avais payé, mais je l'avais aussi acheté 63 000 en 2019. Il y en a aucun à moins de 120 000 euros qui a des caractéristiques identiques, quoi. En 3 ans, c'est un truc de fou, quoi. Ça te fait pas peur d'un point de vue, je sais pas, bulle En fait, immobilière? Est-ce que toi, tu crois à ça ou pas? En fait, moi, c'est la grosse chance que j'ai, c'est que j'ai fait quelques achats-reventes qui m'ont permis d'avoir du cash de côté. Ok. Et même maintenant, si demain, alors c'est pas ce que je cherche, mais j'ai un bien à 6%, 7%, bah, C'est ok, quoi. c'est pas si grave, tu vois. Mais si j'étais au début de ma carrière, ça ferait trop flipper, hein. Mm. Et il y a des villes où c'est impayable. Tu vois, moi, j'ai pas mal voyagé. T'habites je sais pas, t'habites à Bruxelles, enfin, des villes, même à Strasbourg, là, je vois les prix maintenant, t'as des trucs neufs, je crois que c'est quasiment 10 000 euros le mètre carré. Les gens, ils gagnent, enfin, tu vois, il y a 20 ans, c'était les prix à New York, tu vois, enfin, ou même, je sais pas, il y a 15 ans. Ça me fait vachement flipper. En fait, ce qui me fait peur, c'est qu'il va y avoir plein de gens qui ont eu la mauvaise idée de naître trop tard, tu vois. Et ils peuvent rien y faire. Je veux dire, tu vas faire Polytechnique. Combien ça gagne en sortant de Polytechnique? Tu vas gagner, je sais pas, 4 000, 5 000, 6 000, 8 000, 10 000 euros bruts. Tu peux plus acheter un appart normal à Paris. Ouais, même avec 10 000 euros bruts. Et après, qui va te payer plus que 10 000 balles brutes? T'en as combien, des gens? Donc, c'est ça c'est vrai que c'est très, moi, je trouve ça effrayant. Et en fait, j'ai lu un article l'autre jour qu'on m'a envoyé sur la Corée, et qui expliquait qu'en Corée, il y a de moins en moins d'entrepreneuriat parce que les prix de l'immobilier sont tellement chers que les gens, ils osent plus quitter pour se lancer. Tu vois, les boîtes, genre, je sais plus comment ça s'appelle, mais Samsung et tout, les gros conglomérats, ils payent bien. Et en fait, les gens, ils osent même plus quitter ça parce qu'en fait, sinon, ils peuvent plus se loger. Et c'est vrai que j'ai peur d'un monde comme ça, et t'as déjà l'impression que déjà, demain, t'es entrepreneur, tu gagnes 10 000 euros par mois. Moi, t'es dans mes 100 annonces que j'ai aujourd'hui pour mon appart à Metz, je te prends pas, tu vois. Ouais. J'en ai 100 en CDI avec des garanties ou des garanties visales. L'entrepreneur à 10 000 euros par mois, je le prends pas. Donc, en fait, c'est peut-être idiot, mais c'est un monde où t'as l'impression que si t'as pas fait de l'argent, si t'as 20 ans que t'as pas fait de l'argent dans la crypto, t'arriveras jamais à acheter un appartement. C'est quasiment ça, quoi. C'est un peu ce que je me dis, c'est que tu vois, il y aura d'autres opportunités qui s'ouvriront, des trucs qu'on n'a même pas idée aujourd'hui et qui permettront peut-être de le faire. Mais en effet, ça va énormément discriminer l'endroit où tu vas pouvoir vivre, quoi. Et il va falloir pouvoir créer des villes aujourd'hui de taille un peu secondaire qui soient tout aussi stylées. Et je pense que la vision, t'as donné la vision un peu pessimiste, la vision un peu optimiste, c'est de se dire, vas-y, il y aura un peu de décentralisation et il y aura plein de villes, et c'est déjà le cas, tu vois, t'as des villes, t'as plein de Parisiens qui sont partis à Bordeaux, à Lyon, à Nantes, et aujourd'hui, tu as des vraies activités culturelles, des vrais trucs sympas dans ces villes-là. Et j'espère honnêtement que ça sera plutôt ce scénario-là. Ouais, c'est ça qui va se passer. Bah, moi, j'ai de la famille anglaise et qui est venue vers Royan, Saintes et tout. Il y en a plein qui ont... En fait, c'était déjà arrivé, genre il y a 20 ans. C'est ma grande-tante, je sais pas, elle a 80 ans. Donc eux, il y a 20 ans, ils ont déjà fait ce qui est un peu en train de se passer avec... Ou alors, peut-être qu'on va partir dans d'autres pays. Je veux dire, c'est pas non plus une hérésie à l'heure où maintenant presque tous les jeunes ils parlent anglais. Tu peux bosser de n'importe, même les Français, tu vois. Tu peux bosser de n'importe où. On est en droit de se poser la question de est-ce que c'est pas ça la suite, quoi. C'est vrai. Bon, il y a toutes ces nouvelles tendances de télétravail. J'ai des potes qui partent, qui se font des Airbnb, ils changent tous les mois, ils visitent plein de pays, et ils sont freelance et ça se passe. Ou même ils bossent pour leur boîte mais en full télétravail. Après, il y a les vies un peu familiales, tu vois, forcément. où c'est toujours plus difficile, mais c'est pas impossible, hein. Mon meilleur pote, il vient de partir à Amsterdam avec ses 2 petits garçons et sa femme, et pas trop de soucis, mais c'était même pas vraiment une mutation de sa boîte, c'est lui qui a demandé parce qu'il avait envie de bouger, et voilà. Et
Et sur les colocs d'ailleurs, je refais une dernière petite parenthèse parce que je pense que c'est intéressant, mais en fait la première raison pour laquelle quelqu'un va quitter ta coloc, c'est qu'en fait il va se mettre en couple. Ouais. Et Ça, j'ai fait un post. Prenez des moches, c'est super important. Des colocs moches. Putain, j'en avais trouvé un, il avait les dents pourries. Le gars, il m'a pas envoyé ses documents. Je me suis dit, lui, il est tranquille. je pense qu'il reste plus longtemps. Ouais. J'avais un super locataire, mais c'est vrai, je l'ai vu, il avait des bandes muscu et tout. Si tu vois qu'il fait de la muscu, voilà. Faut pas le prendre. Non. Pas le prendre. Tu prends le geek, là, vraiment le mec boutonneux. Et non, c'est un vrai sujet, tu vois, cette mise en couple. Moi, j'ai eu François Roth de Colonize. Colonize, ils ont levé 1 milliard pour faire des colocations. Ça, c'est aussi un peu rassurant sur la tendance. Ouais, j'ai vu, même à la frontière suisse, là, à Huningue, c'est une toute petite ville, c'est une petite ville. Ils font 300 chambres. J'ai vu, je pense que ça doit être une ville je vais pas dire de bêtises, mais moins de 10 000 habitants. Ils font 300 chambres de coloc. C'est ça. Et donc, lui, il avait des stats bien précises. Donc, il me disait, première raison, c'est mise en couple et durée moyenne, c'est à peu près 1 an et demi sur le public qui touchait, quoi. Ouais. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'ai des apparts que j'ai refait entièrement et il y a des apparts que j'ai pas refait. Et à un moment, surtout, on disait, voilà, si tu fais un appart nickel, les gens, ils vont rester longtemps dedans. Ouais. Et je regarde là, les 3 derniers départs, j'en ai une. C'est travaux sur sa ligne SNCF, au lieu de mettre 1 heure pour aller bosser, elle met 3 heures le matin, 3 heures le soir. J'en ai un, 20 ans, il va se marier, il me dit qu'on le met dedans. Déjà, sa femme enceinte, c'était un T2. Bon, ben voilà, change de truc. Et celui d'avant en couple. Donc c'était jamais lié. Et c'était, tu vois, dans des apparts que j'ai pas refait, qui sont largement ok, hein, qui sont bien mieux que ceux que j'avais quand j'étais étudiant. Mais je les ai pas refait nickel. Mais si je les avais refait pareil, ça aurait rien changé, tu vois. Après, c'est lié par contre aux surfaces que moi j'aime bien, les T2 de 40 mètres carrés. Si je pouvais acheter que ça, maintenant j'achèterais que ça. Ouais, en tout cas sur la T2 40 mètres carrés pour les Airbnb, j'avais eu Florent Richard qui fait de l'investissement LCD à Marseille, et c'est aussi son petit couteau suisse. Il fait que ça aujourd'hui, il sort 2 SMIC par jour en LCD. Il a créé ça en 4-5 ans. Il a été rapide. C'est bien. Et en fait, ça limite beaucoup les charges de copro. Ouais. Tu vois, parce que si t'as dans les villes où l'IMO il est pas cher. Alors je dis pas ça partout, mais limite il vaut mieux acheter un T2 qu'un T5. Tu vois, dans une copro année 70, tu peux vite avoir dans un 120 mètres carrés, tu vas avoir 500 euros de charges par mois. Et tu peux pas les. Vaut mieux acheter un T2 presque au même prix où tu n'auras que 100 ou 150 balles de charge. Tu vois, la coloc, j'ai montré le truc, ça a l'air un peu tout rose et tout, mais j'ai appris un truc récemment là sur ma 2e coloc que j'ai acheté l'année dernière en plus, donc c'est tout récent. Je savais qu'il y avait un ravalement qui allait arriver avec une remise aux normes des terrasses, etc. Mais je m'étais dit, vas-y, 5-10 ans. Et en fait, ça a été voté. Et quand tu as des grosses surfaces, t'as des gros millièmes. Je prends 30 000 euros sur mon compte pour ça, quoi. 30 000 euros. Ben voilà. 30 000, voilà. 30 000. Si t'as vu pas quoi faire avec les 30 000 euros, c'est ça. Donc ça va partir avec un prêt, et on va faire un prêt collectif et tout, donc ça va juste. Bon, c'est pas mal ces prêts collectifs, hein. C'est vrai que t'arrives à avoir des taux super bas, et puis, mais bon. Ça va baisser le cash flow, tu vois, donc c'est pas 30 000 à sortir de sa poche, mais quand je vois un William Martinet, député insoumis, qui met sur Twitter multipropriétaire Tremblay, je sais pas si t'as vu passer ça. Non, j'ai pas vu ça. Non. J'ai vraiment vu ce tweet, j'étais là genre, quelques semaines après, j'ai eu ma copro qui me demande 30 000 euros pour un ravalement. Ça m'a fait un peu vriller ce tweet, tu vois. Ok, top. Si on peut revenir sur on a un peu digressé, mais franchement, j'adore parce que c'est un peu des sujets très proches des miens, mais que je connais pas super bien. Le Grand Paris, si demain tu peux donner des pistes de recherche, si demain je cherche un appart pour investir en Île-de-France, je devrais aller dans quel coin Moi, je regarderais vraiment les lignes. Tu vois, je regarderais les lignes les futures lignes de métro. Tu mets genre Grand Paris, Nouvelle Gare. T'as pas mal de plans qu'il faut un petit peu étudier. T'en as qui sont prévus pour dans 1 ou 2 ans, d'autres qui sont prévus pour 2030.
quand tu commences à voir quelques croisements, tu te dis tiens, ça a l'air d'être un truc un peu un point un peu intéressant. Moi, je regarde pas mal sur Saint-Denis en ce moment. Donc Saint-Denis, il y a pas mal de restructuration pour les JO. Tu vois, ils préparent vraiment des trucs sympas. J'ai mon meilleur pote qui a acheté là-bas aussi, qui fait une super plus-value aujourd'hui s'il revend, alors qu'il a acheté il y a 3-4 ans. Et tu vois, il y a des nouvelles gares qui vont passer, la Courneuve, le Bourget. Et bon, moi, j'aime bien ce pôle-là. Là, tu vois, je suis en train de chercher dans ce coin-là en ce moment. Maintenant, voilà, autour des nouvelles gares, autour des aéroports, je trouve ça intéressant et assez malléable, tu vois. A priori, tu peux faire de la coloc, parce que tu as quand même des universités qui sont par là et tu as Paris pas loin. Tu peux faire de l'appartement classique. Tu peux probablement faire des LCD autour des aéroports. Ma mère, elle est hôtesse de l'air et elle me donne vraiment envie de faire ça en ce moment, parce que tout le monde cherche. Tu as des contrats de 2-3 mois avec des personnes qui parlent d'une certaine langue, qui viennent pour telle compagnie, etc. Donc, c'est des gens qui cherchent qui vont prendre un bail mobilité de 2-3 mois dans l'appartement qui peut vraiment bien se louer. J'ai été invité chez Airbnb il y a quelques jours. Ouais, j'ai vu ça. C'était Super intéressant. hyper sympa, et on a parlé principalement du bail mobilité, tu vois. Et en fait, Ok. et du développement sur la plateforme, en fait, des locations plus longues que quelques jours. Et ça, je pense que c'est un vrai truc à regarder aussi. Et donc voilà, tout le Grand Paris qui se développe pour des gens qui sont en mobilité, c'est intéressant, quoi. Super, super intéressant. Et on parlait de Paris qui a une taille limitée. Je pense qu'il y a encore plus rare, c'est les aéroports. Parce que quand tu vois comment ça a été tout un foin là pour Notre-Dame-des-Landes, je pense que là, les aéroports qui sont là, ils vont pas bouger, ils vont pas bouger de sitôt. Donc, non, je pense pas. Et tu vois, je pense que c'est même plus safe que on parlait du Airbnb Disney, par exemple. ouais. Disney, c'est aussi bien implanté, hein, Ouais. tu t'as pas trop peur, mais je pense qu'il y a des super plans à faire autour des parcs à thème, etc. Mais il faut quand même Mais faire c'est gaffe. quand même plus risqué, je pense, qu'un aéroport. C'est quand même plus risqué. Maintenant, quand j'ai Airbnb, je crois qu'ils ont mis Disney. Là, ils ont créé 2 nouveaux univers, La Reine des Neiges et Avengers, je crois. Et l'investissement, il se compte en milliards, en fait. Ah, Tu te dis, bon, ça va pas bouger tout de suite non plus, quoi. C'est un truc de fou. Ouais. Puis ils sont là depuis, moi, quand j'étais tout petit. Toi, t'es un peu plus jeune que moi. T'avais les pubs sur les cassettes quand le parc s'est créé. Je pense que c'était vers 90-12. Donc voilà, ils sont là depuis quand même 30 ans maintenant. J'ai grandi là-bas. Moi, ma mère, elle m'emmenait tous les week-ends. On avait la carte annuelle à l'époque. À l'époque, elle coûtait 150 € à l'année, la carte. Et maintenant, c'est 150 € la journée. Et j'y allais, tu sais, comme t'emmènes ton enfant au parc dans la ville, moi, elle m'emmenait à Disney. Top. Écoute, on va basculer sur la 3e partie. Donc là, on a fait un bon petit tour, surtout des colocs et de ce Grand Paris, sur ton activité de podcasteur, entrepreneurial. Donc c'est sur le tas que ça t'est venu une fois que tu avais créé ton podcast? Ouais, alors moi j'avais pas encore créé le podcast. Par contre, j'ai toujours eu 2 idées par jour de boîte et 2 idées bien nulles en général que je note dans un carnet. Et là, j'avais eu cette idée de me dire, je vais aider des marques qui ont créé du très bon contenu écrit, tu vois, des blogs, les blogs de Spendesk, de HubSpot, des livres blancs incroyables, des trucs comme ça. Je vais les aider à transformer de l'écrit en audio. Au début, c'était mon idée. Donc j'ai commencé à bosser là-dessus. Ensuite, j'ai trouvé un ami qui est devenu mon associé rapidement. Et on a un peu vendu de ça. On avait un petit réseau de voix off. On a fait quelques voix off, nous aussi, pour démarrer, etc. Et on aidait en fait à lancer des podcasts, mais avec du contenu que tu avais déjà créé. On n'a pas réussi à craquer le truc. C'était souvent... soit c'était quand on mettait des prix vraiment intéressants avec de la marge, c'était trop cher pour eux et les retours n'étaient pas assez bons sur le nombre d'écoutes et tout. Et ensuite, on a essayé de faire des articles vraiment pas chers. On bossait avec des étudiants d'école qui faisaient des voix, tu vois. On bossait pour un cabinet d'avocats. On allait chercher un étudiant avocat qui allait lire les trucs et on transformait des articles. Mais après t'avais 20 personnes qui écoutaient le truc, donc le ROI, il était pas fou, quoi. Et par contre, petit à petit, il y a beaucoup de marques
même des très beaux noms qui nous ont demandé Par contre, on aimerait bien lancer un podcast d'interview comme Mathieu Stéphanie avec Génération Do It Yourself. Si vous connaissez pas, c'est un bon podcast d'entrepreneuriat et lui, il a une agence digitale en fait et aujourd'hui, ça doit être 80%, j'ai pas les chiffres exacts, mais de son apport de lead et de nouveaux clients, ça vient du podcast, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, aujourd'hui, on aide des marques à lancer leur podcast. Donc, on installe un petit studio de podcast chez eux. On leur donne toute une formation et tout un coaching pour bien se positionner. Et ensuite, on récupère les épisodes et on fait, avec un épisode, on arrive à créer une dizaine de contenus avec le transcript écrit. Tu vas faire un article, un article de blog, tu vas faire une newsletter, tu vas faire un post LinkedIn. Et avec 1 minute et demie de l'épisode, tu vas faire un réel sur Instagram, tu vas faire un TikTok, etc. Et donc, c'est un peu de la création de contenu automatisé grâce au podcast. Top. Tu mets une caméra aussi, du coup ? Ouais, alors soit on met une petite caméra, soit on leur demande de filmer sur une partie, on leur met un petit trépied où ils peuvent poser leur téléphone et on leur demande de nous envoyer le fichier. Et ceux qui ne le font pas, en fait, on récupère une photo de l'invité, on met des gros sous-titres assez catchy, dynamiques, et on arrive quand même, tu vois, à faire des réels à plusieurs milliers de vues avec juste du sous-titre dynamique, quoi. Super intéressant. Et c'est toi qui fais ça ou tu as une équipe ? Ouais, j'ai une équipe, on est 6 aujourd'hui. Petite équipe, on est lancé depuis 2 ans. Et comme je te le disais avant l'enregistrement, ça fait un bail, c'était vraiment mon labo. J'ai lancé ça fait un bail pour tester le maximum de choses sur la diffusion, sur l'hébergement, sur la promotion. Et c'est ce qui m'a permis. Maintenant, on fait à peu près 30 000 écoutes par mois sur ça fait un bail. Mon associé, il a un podcast qui s'appelle The Big Shift sur la transition écologique, qui marche bien aussi. On a à peu près la même trend, mais il est plus récent. Donc, il est plus sur 10 000 écoutes par mois. Mais pareil, super communauté, hyper engagée. Et ça nous permet de prouver aux clients que c'est possible. On a lancé une bonne vingtaine ou trentaine de podcasts et il y en a assez pour des clients, il y en a assez peu qui ont marché parce que le client, il a toujours l'impression de savoir comment faire, de vouloir faire ça. Et au début, on n'arrivait pas à lui dire non. Donc souvent, on discriminait par le prix, tu vois, quand il y a un truc qu'on voulait pas faire pour un client, on mettait ça bien cher, on se disait, donc ça, soit il va me dire, c'est lui qui va me dire non, soit il va accepter et puis bon, on va prendre de l'argent. Et maintenant, en fait, on a vraiment changé d'orientation et on sait exactement ce qu'il faut faire pour que ça marche. Et on part là-dessus. Donc, c'est des formats qui sont assez similaires. C'est de l'interview comme tu fais toi, comme tu fais moi, avec très peu de cuts, quelque chose de très authentique. Aller chercher les vrais experts de ton écosystème, tu vois, et surtout pas trop brandé, quoi. Faut pas que ça soit le podcast de la le podcast de Carrefour, moins 20% sur les sardines. C'est ça, et je peux t'assurer que si on démarre un projet podcast avec Carrefour, ils vont vouloir lancer un podcast qui s'appelle Carrefour, tu vois. Et moi, je vais leur dire non, en fait, il sera pas sur le titre. Et si possible, ça sera pas sur la vignette et ça sera même pas dans la définition. Et si sur les 10 premiers épisodes, les gens ils peuvent ne même pas savoir qu'il y a un lien avec Carrefour, c'est mieux en fait. Ouais. Parce que personne va prendre 10 heures de son temps pour 10 épisodes pour écouter de la pub ou même un semblant de pub, tu vois. Et ce que vous savez pas, c'est que Jérémy, il est sponsorisé par Intermarché et que moi je travaille chez Carrefour. Au rayon boucherie, charcuterie. C'était la guerre et Carrefour de Maubeuge. Voilà. C'était subtil. Hein. Un an, tu sais, ça fait un an, ça fait combien, 2-3 ans du coup, ça fait un bail? Ça fait, ça fera 2 ans en septembre. Ouais, ça fait. Le truc, c'est. On a passé genre 300 heures sur nos podcasts et c'est que maintenant. Quoi. C'est maintenant que ça paye. Voilà, c'est maintenant que ça paye. Et là, les gars, vous n'êtes pas prêts. Là. Les cartes fidélité, là, ça va y est. Ok, top. Écoute, j'ai des petites questions de fin. Ouais. Je sais pas si tu voulais encore rajouter un truc sur le podcast. Écoute, non. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Et on a vu, tu as pu te lancer notamment grâce à ce différé sur la première coloc. C'est comme ça que tu... Exactement. Non, honnêtement, il y a... Ouais, si vous avez un sujet qui vous passionne, tu vois, moi quand je me suis lancé, j'ai pas voulu lancer un podcast d'immobilier tout de suite. J'ai cherché en me disant sur quel sujet je serais prêt à passer en fait 2 heures par semaine avec un invité
en fait, le sujet où je vais pouvoir parler, là, ça fait déjà 76 épisodes. Je pense qu'on est à plus d'1 heure de l'épisode. Il doit y avoir 80 heures de contenu, quoi. Donc, il faut lancez-vous si vous avez un sujet de passion, vous êtes capable de faire 80 heures dessus. Parce que ça perce pas en 5 épisodes, un podcast. Je crois que tu as 2/3 des podcasts dans le monde diffusé qui font moins de 3 épisodes. Donc ça montre la volonté des gens à en fait très rapidement s'arrêter. Donc voilà, choisissez bien le truc et ensuite, tu vois, avec la communauté et les gens qui t'écoutent, tu peux faire des trucs hyper cool. Soit c'est pour lancer ta boîte et créer une communauté et vendre un produit. Soit c'est pour monétiser, tu vois. Moi, sur Ça fait un bail, j'ai un sponsor. En ce moment, c'est Bivouac qui fait de l'investissement clé en main. Ils ont des centaines de leads qui viennent du podcast. Et voilà, je les fais sûrement pas payer assez cher, mais du coup, ça peut vraiment se monétiser si vous êtes sur une bonne niche. Vous pouvez vraiment rapidement monétiser un podcast. Je dis rapidement, vous allez prendre 2 ans pour créer une bonne communauté. Mais si ensuite c'est un truc qui vous passionne, que vous faites sans effort, et moi c'est mon cas, et je pense que toi ça a l'air d'être ton cas aussi. Ouais, bien sûr. Moi c'est des efforts d'organisation, mais à part ça, voilà, j'ai rencontré plein de gens géniaux grâce à ça. C'est ça. C'est un petit effet magique. C'est vrai que peu importe. Ouais, petit effet magique, c'est que tu rencontres des gens que tu n'aurais peut-être jamais rencontrés. Là, j'ai eu Bruno Weitzmann, il n'est pas encore sorti l'épisode. C'est l'animateur de Proprio à tout prix, une émission. C'est un peu le Stéphane Plaza de TF1, tu vois. Ok. Et donc, il a une émission sur TMC, etc. Et en fait, voilà, on a fait un épisode. C'est un mec qui a fait plein de trucs sur l'immobilier. Du coup, lui, il fait du téléachat d'appartements à la télé, tu vois. Ah, c'est hyper marrant. Et c'est des gars comme ça, en fait, que jamais de ma vie j'aurais croisé. Des producteurs télé, quoi. Et du coup, voilà, plein de projets qui sortent de ces épisodes que tu enregistres avec ces gens, quoi. Et on va pas vous dévoiler tous les secrets des podcasteurs, mais c'est vrai que quand t'es podcasteur, c'est un super argument d'autorité. Ouais. Les gens, ils vont jamais remettre en cause, par exemple, ton nombre d'écoutes. Ça arrivait quelques fois quand j'ai essayé de parler avec des podcasteurs, qui me demandent combien j'ai d'écoutes pour passer ou non sur mon podcast, c'est vrai. Mais sinon, les gens, ils disent go, tu vois. Go. En plus, les gens, souvent, quand c'est des entrepreneurs, ils aiment bien parler de leur sujet. Et ça, et je pense que quand tu écris un livre, alors moi, j'en ai écrit 2, hein, vous pouvez l'acheter, hein, pour moins de 15 € sur Amazon. Mais quand tu as écrit un livre à succès, je suppose que c'est pareil. En fait, tu as un argument d'autorité et même sur des choses qui vont pas je sais pas, tu peux avoir écrit un livre de médecine à succès et puis après sur un truc un tout petit peu annexe, les gens ils vont, je sais pas, le sport ou les médicaments là, ils vont te croire, tu vois. Alors que l'effet pervers, c'est que vous vous retrouvez à avoir tous les gens que vous connaissez qui vous appellent et qui vous demandent des conseils. Voilà. Et je suis convaincu qu'il y a plein de gens beaucoup plus connaisseurs en immobilier dans leur réseau, mais ils pensent tout de suite à toi. Et du coup, ouais, c'est quand même un bon plan. Moi, je les redirige vers des épisodes. Tu veux savoir, tiens, va écouter ça, et après on en parle si tu veux. C'est un bon point. Bah top. Tiens, j'ai quelques questions de la fin. J'essaie d'en avoir des un peu nouvelles. Ouais. Quel a été ton voyage préféré? Alors j'ai beaucoup voyagé avec le boulot, moi. Sur mes premiers boulots, je bossais pour une boîte qui s'appelait 1000 Pales. Et c'était un abonnement pour manger le midi, donc il fallait aller signer des restos et tout. Et je sais pas si c'était mon voyage préféré, mais c'est un vrai voyage qui m'a marqué et qui a, je pense, qui a beaucoup drivé ce que j'ai fait. Et je te dis n'importe quoi, c'était même pas avec 1000 Pales. 1000 Pales, j'ai fait Singapour, qui m'a aussi beaucoup marqué, mais c'était avec ma précédente boîte. J'ai bossé à San Francisco pour 3 mois. Ok, top. Et c'est un voyage qui m'a vraiment marqué parce que t'as l'impression d'être dans le futur proche, tu vois. T'as l'impression d'être dans 3 ans. Il y a des trucs qui arrivent. Moi, c'était en 2017. J'ai vu des Uber sans chauffeur. T'appelles un Uber, tu pouvais avoir un risque d'avoir un Uber sans chauffeur qui arrivait, quoi. Et c'est quelque chose qui a duré quelques mois parce qu'après, la ville l'a interdit, tu vois. Mais je les ai déjà vus passer devant moi. Les Uber sans chauffeur étaient là, genre waouh, incroyable. Et tout le monde est hyper au courant
Des techs, des de trucs la comme tech ça. et tout. Genre, tu parles avec ton chauffeur de taxi, il va te parler de la dernière nouvelle fonctionnalité de Salesforce et d'API et de trucs. Et tu dis, en fait, tu parles d'un API en France, il y a 99% des personnes qui savent pas. Et donc ça a été assez marquant comme voyage. Et voilà. Et c'est vrai. Et quand tu vas à Singapour, c'est aussi un peu. C'est pas exactement le futur, mais c'est un autre développement. Enfin, je trouve ça aussi intéressant, tu vois. C'est un futur, mais qui est parti dans une autre direction. Ouais, voilà, c'est. Hyper contrôlé par le gouvernement. Tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas. Si t'as jamais été, tu t'en doutes pas. Et ça te fait poser plein de questions sur justement, est-ce que ton système occidental ou français, c'est le meilleur, ou est-ce que le leur, il est bien aussi, tu vois. T'as des trucs à Singapour, par exemple, tu cotises pour un genre de sécurité sociale toute ta vie. Et quand tu arrives à, je me souviens plus, 55 ans ou 60 ans, l'argent que tu n'as pas utilisé sur ta cotisation, ils te le rendent. Ah ouais, super intéressant. Ils te font un chèque, ils disent, OK, bon voilà, toi, il te reste 17 000 euros et ils te donnent le truc. Ouais. Et genre, tu repenses un peu tous les systèmes que tu connais et tu te dis, eux, c'est une raison, c'est qu'ils sont positifs sur leur compte, ils ont pas de... du coup, même à la fin de l'année, genre, parfois, il n'y a pas d'impôt, mais il y a le gouvernement qui te donne un petit chèque de 100 ou 200 euros. Mais bon, c'était intéressant, aussi très intéressant comme système. Ah, c'est ça. C'est toujours, voilà. Aussi, voir le Singapour, ça a vraiment pris un peu la. Je me rappelle, j'avais lu un texte quand j'étais étudiant, c'était Stingy Nanny, tu vois, un peu la nounou méchante. Mais parfois, c'est sûr que les intérêts individuels des gens, bah, c'est pas les mêmes que ceux de l'État, et peut-être que pour le bien de la collectivité, il y a des choses à faire. C'est ça. Après, c'est sûr que ça reste quand même une dictature bienveillante, je crois qu'ils appellent ça. Un peu lié à ça, si tu pouvais, alors on va mettre ta famille, alors soit tu peux l'emmener, ou soit faut que t'en fasses abstraction. Si tu pouvais vivre n'importe où dans le monde aujourd'hui, c'est vrai qu'en fait, t'as une activité maintenant que tu pourrais faire d'un peu partout. Est-ce qu'il y a un endroit où t'aimerais bien habiter? Pas forcément définitivement, mais là pour 2 ans. Comme ton pote qui est parti à Amsterdam, tu vois. Moi, j'aime beaucoup Lisbonne. Beaucoup Lisbonne. Top. Je suis très attaché à ma famille aussi, et du coup, en effet, j'ai pas envie d'aller très loin. Je parle le portugais, donc ça aide aussi pour pouvoir s'installer. Je trouve qu'il y a un niveau de vie, il y a un avantage entre la météo, la possibilité d'aller à la plage, possibilité d'aller d'avoir une belle maison avec piscine sans que ça soit non plus hors de prix, tu vois, sur les banlieues lisboètes, c'est pas non plus, ça reste accessible. Et belle dynamique économique, donc ouais, j'aime beaucoup Lisbonne. Et tu vois, on en parlait des prix de l'immobilier qui ont explosé. Oui. Alors après la crise, moi je connais un Portugais là, il m'a raconté qu'après la crise, il avait un oncle, il avait 2 maisons, il lui avait proposé 140 000 euros par maison, et genre 5 ans après, il les a vendu 800 000 euros chacune, et maintenant à mon avis ça vaut encore le double. Et tu vois, au Portugal, les salaires ils ont quand même monté et tout, mais c'est typiquement les pays où le salaire et l'immobilier, ils sont pas du tout corrélés, quoi. On proposait à mon père des parcelles de terrain, tu vois. Il avait hésité à acheter 4 parcelles de terrain pour avoir un grand terrain dans le sud de la banlieue de Lisbonne, de l'autre côté du pont. Et les parcelles... Pont du 25 avril, c'est ça, ça. C'était des parcelles de 150 ou 200 mètres carrés, et elles étaient vendues 10 000 euros. Et je te parle de ça il y a 7 ou 8 ans. Et en fait, il avait pas trop accepté. Et aujourd'hui, des parcelles comme ça se vend 100 000 en fait. Et t'es là, genre. Et mon père qui a toujours pas très bien investi son argent financièrement, à part dans l'immobilier et tout, il s'est dit ça, c'est vraiment le coup qu'il a raté. Il aurait juste dû les faire dormir là-bas, tu vois, plutôt que. T'avais rien à faire dessus. T'avais vraiment rien à faire, tu construisais même pas en fait, tu gardais. Quoi. C'était le Bitcoin. C'était le Bitcoin portugais. Portugais, voilà, top. Ok. Et est-ce que tu as un invité à me recommander? C'est vrai que là, tu vois, tu m'as parlé de plein d'invités et il y en a quasiment aucun que j'ai eu à part Nicolas Decodin. Est-ce que tu aurais un invité à me recommander? Ou pas forcément qui est passé sur ton podcast, hein, mais... je pense qui est quand même passé sur mon podcast, je pense à Daniel Vu. Ok, ouais, on en a déjà... Il a écrit un livre inconnu. Hein.
il a écrit Pour un ça. livre, en effet, je crois qu'il a fait 100 000 ventes, il a bien cartonné le truc, donc c'est un bon sujet, toi qui t'intéresse un peu, tu vois, tu pourras lui en parler. Et nous, on avait parlé de fiscalité, parce que c'est un vrai pédagogue, c'est le bon élève, tu vois, Daniel, il connaît tout sur tout, sur le bout des doigts, et en fait, quand tu t'apprends un peu qui il est, c'était le plus jeune dentiste de France, il a eu son bac à 14 ans, il était dentiste à 21 ans, je crois. Ok. Et du coup, tu vois un peu la tête que c'est. Et quand Ouais. il a commencé à se faire des fiches sur l'immobilier avant de se lancer, tu vois, pour être bien formé. En fait, ces fiches, elles étaient tellement bien faites, il les a juste publiées. Ça a fait un livre de 450 pages. Ouais, ok. Et d'ailleurs, c'est un livre que je vous recommande. Vous tapez Daniel Vu, Mm. investissement immobilier. C'est un peu la petite Bible où tu peux revenir facilement et il a tout mis, quoi. En fait, il a tout mis dans ce livre. C'est très complet, quoi. Top. Et une question. Tu sais, on t'a dit San Francisco, c'est dans 3 ans. Ouais. Tu vois le futur dans 3 ans. Dans 3 ans, t'aimerais bien. T'as une idée de ce que tu voudrais faire? Ah, c'est particulier comme question. Ouais. Honnêtement, moi, j'aime beaucoup, j'aime énormément ce que je fais aujourd'hui. Tu vois, j'ai pas le même rythme à acheter. Je crois que tu me disais que tu visais 5 apparts par an. Moi, ça me plairait bien de faire un appart par an sur les Mais 3. toi, t'as un appart avec 5 chambres. Donc C'est ça. c'est C'est un peu l'équivalent. C'est vrai que tu vois, quand la coloc, on me dit oui, que la coloc, c'est beaucoup de boulot, etc. En gestion, c'est plus de gestion qu'un appartement. Moi, je réponds toujours, en fait, c'est peut-être plus de gestion qu'un appartement, mais est-ce que c'est plus de gestion que 4 appartements? Parce que c'est plutôt ça qu'il faudrait comparer. Parce que tu payes qu'une fois les charges de copro, par exemple, et qu'une fois la taxe foncière. Et t'as tout au même endroit, alors qu'avoir 4 appartes à 4 endroits différents, c'est une autre gestion, en fait. Et du coup, moi, si je pouvais faire une belle OP par an, du coup, gagner, tu vois, gagner encore en liberté pour pouvoir faire des trucs sympas, continuer à voyager, etc. Et développer le podcast et l'agence de podcast, en fait, comme je le fais déjà aujourd'hui, ça m'irait très très bien, quoi. Top. Écoute, Jérémy, ça m'a fait super plaisir de t'avoir sur le podcast. Également, super moment. Si on veut te retrouver, c'est sur quelle plateforme que t'es le plus actif en dehors du podcast? Donc le podcast, ça fait un bail. Ouais, c'est ça. Il y a Instagram. Le Instagram, ça fait un bail. Vous pouvez aller. Je suis très actif sur LinkedIn aussi. Donc Jérémy Nabet, vous pouvez me suivre. Et après, il y a l'agence et cause. Si jamais vous avez un projet podcast ou pour votre entreprise. Et on a lancé récemment un Discord, ça fait un bail. On partage des bilans d'invest, on discute des épisodes, on donne des suggestions et tout. Donc voilà, je pourrais te donner le lien aussi si ça en intéresse certains. Bien sûr. Super, top. Jérémy, merci beaucoup pour ton temps. Et puis l'épisode était un peu plus long, mais on avait plein de choses à se dire, donc top. Merci. Allez, je te souhaite une très bonne soirée. Thibaut. Allez, bye. Et voilà, on arrive au terme de ce podcast. Il est long. Je me rends compte qu'il est long, mais quand c'est bon, autant que ce soit long. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses sur la colocation, sur le Grand Paris, sur le monde du podcast. N'hésitez pas, comme toujours, à noter. Ça fait très longtemps que j'ai plus de notes ni de commentaires sur Apple Podcast. C'est peut-être le moment. Sur Spotify, merci à tous ceux qui m'ont mis une note. Et à nous rejoindre sur Telegram. Le lien dans la description. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et la semaine prochaine, on va faire venir un banquier aux abdos d'acier. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Et à très bientôt. Bye bye.